Bonjour tout le monde, bienvenue au 7e vidéo du bloc 3. On est rendu dans le chapitre 8 avec les sections 8.2 à 8.5. Donc le chapitre 8, son sujet c'est la conservation de l'énergie. On avait déjà commencé à aborder ça à la fin du chapitre 7. Je mentionnais que le travail, en fait, c'est l'effet d'une force sur un objet, mais ça lui donne de l'énergie à cet objet-là. L'énergie cinétique, quand on considère vraiment le chapitre 7 avec le théorème de l'énergie cinétique. Par contre, l'énergie qui en résulte provient souvent de d'autres formes d'énergie. Je peux mentionner l'énergie chimique. Et on va avoir donc des conservations d'une forme d'énergie à l'autre, mais globalement, l'énergie va être conservée. C'est ce qu'on vient de discuter plus en détail dans le chapitre 8. Une des nouvelles formes d'énergie qui va être utile à mentionner, ça va être l'énergie potentielle, dont vous avez déjà entendu parler en secondaire 5. On va venir la définir, juste revenir à la base, mais aussi voir un petit peu dans quel contexte on peut parler d'énergie potentielle. C'était peut-être pas quelque chose que vous aviez vu au secondaire. Donc l'exemple que je vais utiliser, c'est la gravité. C'est une force pour laquelle on peut définir une énergie potentielle et on la comprend généralement assez intuitivement. Normalement, en classe, c'est le moment où je lance quelque chose dans les airs pour illustrer mon propos. Ça me tentait pas de me filmer en train de le lancer, donc je suis allée sur YouTube chercher une vidéo de quelqu'un qui jongle, qui, euh, qui aborde très très bien le sujet. La vidéo que j'ai pris de Wired euh, met en vedette quelqu'un dont j'ai manqué le nom, mais qui détient un record mondial de jonglerie, du nombre de balles, je pense, avec lesquelles il jongle. Donc, pas mal plus impressionnant que moi qui échappe mon efface en classe. Donc, quand il jongle, ce qui se passe, donc, on a bien sûr des balles qui vont avoir une certaine vitesse au niveau de ses mains, donc une vitesse initiale pour monter. Elles vont atteindre leur hauteur maximale, donc une vitesse qui est rendue nulle. Pendant ce temps-là, la gravité a effectué un travail qui a enlevé l'énergie cinétique aux balles. Par contre, après ça, les balles redescendent. Donc, pendant ce temps-là, la gravité pardon, fait encore un travail, mais qui cette fois-ci va redonner de l'énergie cinétique aux balles. C'est ça qui nous intéresse. Le fait que pendant un aller-retour, la gravité va enlever de l'énergie cinétique pour ensuite la redonner. Et la balle va refinir avec la même vitesse, en fait, dans ce cas-là. Parce que la gravité a finalement effectué le même travail négatif dans un sens, positif dans un sens, mais en valeur absolue, c'est le même travail, la même quantité d'énergie cinétique qu'il a donné ou enlevé à la balle. Donc, s'il a enlevé de l'énergie cinétique, mais qu'il a pu la redonner par après, on a l'idée que cette énergie-là n'était pas disparue pendant ce temps-là. Donc, on va dire qu'elle a été emmagasinée, puis on va dire emmagasinée sous forme d'énergie potentielle. Donc, ici, la balle a beaucoup d'énergie cinétique. Au fur et à mesure qu'elle en perd, c'est que l'énergie se fait transformer en énergie potentielle. Et ensuite, quand elle redescend, l'énergie potentielle se fait à nouveau transformer en énergie cinétique. Et on va avoir donc de la conservation d'énergie pour tout le cycle de haut en bas des balles qui se produisent. Donc, on va aller compléter ça dans nos notes de cours. Donc, ici, je mentionne justement que la force doit redonner son énergie à l'objet et ça va nous définir un type de force qu'on va appeler conservative. Donc, si vous écrivez ça, ne laissez pas Word ou un dictionnaire vous dire que c'est conservatrice, ce n'est pas la même chose. Conservatrice, ce serait au niveau des valeurs. Si on veut, conservative, c'est vraiment au niveau des forces auxquelles on associe une énergie potentielle. Je mentionnais aussi que la vitesse est la même au début qu'à la fin de son mouvement, donc en bas en bas quand il commence, mais en bas quand il revient aussi. Donc, on dit que l'énergie cinétique va être aussi grande. Et donc, l'énergie semble conservée. Pourtant, quand la balle était rendue dans les airs, à une plus grande hauteur, l'énergie cinétique était moins grande qu'au début. Et c'est là qu'on va dire que l'énergie cinétique qui était perdue avait été emmagasinée sous forme d'énergie potentielle. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de dire qu'une force est conservative pour que je puisse lui associer justement une énergie potentielle? Ça va prendre une force dont le travail ne dépend que des positions
initiale et finale de l'objet, mais pas du trajet emprunté. Donc, on avait ça dans notre expression pour le travail fait par la gravité, avec notre delta Y, qui dépend vraiment juste donc du Y final puis du Y initial, et avec le ressort, avec le X final et le X initial. Il y a d'autres forces conservatives qui existent, la force électrique, que vous allez voir dans votre prochain cours de physique, puis la force nucléaire forte, qui est mentionnée un petit peu dans le troisième cours de physique, mais qui n'est pas tant que ça étudiée sous forme d'énergie potentielle, pas au niveau du cégep. Donc, à ce moment-là, pour toute force conservative, si on a un aller-retour, notre delta Y ou notre X final, notre X initial ici avec la soustraction, cette soustraction-là va donner 0. Donc, le travail va être nul sur un aller-retour parce que la force a autant nuit et aidé le mouvement. Ce qui est le cas quand on regardait notre jongleur. Donc, les balles vont perdre de l'énergie cinétique parce que le travail nuit à leur déplacement, puis ensuite vont regagner de l'énergie cinétique parce que la gravité aide leur déplacement pour le retour par en bas. Quand c'est pas le cas, quand on ne peut pas exprimer le travail avec seulement les positions initiales et finales, on va avoir des forces qu'on va dire non conservatives. Donc ça, c'est quand le travail dépend du trajet emprunté. Si du trajet parcouru, trajectoire, trajet emprunté, ça revient à la même chose. Vous pourrez remarquer avec trajet parcouru, ça ressemble beaucoup aux distances parcourues qu'on avait utilisées en cinématique. Puis effectivement, les forces conservatives vont dépendre du déplacement, donc un delta Y, mais pas de la distance parcourue. Fait que le mot parcouru ici était pertinent juste pour vous mentionner le lien avec la cinématique au début de la session. Donc, des exemples de forces non conservatives, ça pourrait être un frottement ou juste une poussée par un agent externe. Puis là, je voulais aussi vous mentionner l'idée du ressort. Donc, j'ai une autre petite simulation ici. Donc, ici, le ressort, on voit qu'il force toujours, en passant, ça c'est la force du ressort, elle essaie toujours de ramener le bloc à la position neutre, x égale 0. Donc, dès qu'on est comprimé, il va repousser, dès que c'est étiré, il va ramener. Et ce qui est important, c'est donc que l'énergie, le travail lié au ressort va seulement dépendre du déplacement, de où est-ce qu'on est rendu dans cette oscillation-là. L'oscillation, en passant, nous, on ne la regardera pas dans le cadre du cours de mécanique, mais ça fait partie du troisième cours de physique NYC. Donc, ici, justement, ils vont mentionner que on peut être au maximum d'énergie potentielle quand il n'y a presque plus de vitesse. Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Ou bien, je peux être au maximum, à peu près, ça va bien arrêter, au maximum d'énergie cinétique quand on est vraiment rendu au milieu. Puis on a la même idée que le ressort va aider dans un sens et va nuire dans l'autre sens, comme on avait pour la gravité. Par contre, imaginez maintenant qu'il y a du frottement sur ma surface ici. Si je pars d'ici, que mon bloc se dépasse par là-bas, le frottement tout le long va avoir été exercé dans l'autre sens et va avoir nuit au déplacement du bloc. Puis une fois que le bloc est en train de retourner de l'autre côté, pendant le trajet vers la gauche, le frottement aurait été exercé vers la droite et aurait encore nuit. Donc sur un aller-retour, le frottement, lui, va toujours nuire dans les deux sens au déplacement de mon objet, alors que le ressort, lui, aidait dans une partie du mouvement puis nuisait dans une partie de l'autre mouvement. Donc, c'est la différence entre une force conservative, comme le ressort ou la gravité, et une force non conservative, comme le frottement. Donc, pour les forces conservatives, on va pouvoir définir leur énergie potentielle. Ça se répète un petit peu dans le texte quand même. Énergie potentielle. Ça, c'est juste une qui est écrite. Je ne sais pas pourquoi des fois mon document PDF me garde les petits points pour le commentaire que j'écris. Et donc, pour les forces non conservatives, on va garder le travail comme au chapitre 7. Donc, les forces non conservatives, en fait, on va revenir plutôt en parler à la section 8.6. Pour l'instant, on va se concentrer sur les forces conservatives.
Donc, WC ou WNC. Donc, l'énergie potentielle, on l'avait mentionné, ça allait être l'énergie cinétique qui est perdue, mais emmagasinée. Donc, ça va avoir la variation d'énergie potentielle va avoir le signe opposé à la variation d'énergie cinétique. Si je reviens à la personne qui jongle, donc pendant que la balle monte, son énergie cinétique diminue, donc un delta K qui serait négatif, mais son énergie potentielle augmente, donc un delta U qui serait positif. C'est là qu'on voit qu'il y a un moins qui est nécessaire dans notre équation pour faire le lien entre les deux. Et c'est exactement la phrase qui est juste par après. Donc ici, l'énergie cinétique augmente et l'énergie potentielle diminue. Et vice-versa. Donc, si je regarde ce qui se passe au niveau du théorème de l'énergie cinétique, que j'applique seulement à une force conservative, mon delta K peut devenir moins delta U. Puis on voit que le travail par une force conservative va correspondre à l'inverse, c'est négatif par rapport à la variation d'énergie potentielle. En fait, ça, c'est la définition vraiment de l'énergie potentielle. Et on va aller l'appliquer pour nos deux forces conservatives qui nous intéressent dans le cadre du cours de mécanique, la gravité et les ressorts. Donc, ce que je veux faire voir, c'est vraiment la transition entre cette écriture finale-là qui est vraiment ce qu'on va réutiliser et comment on commençait avec notre expression du travail. Donc, je veux en premier aller expliciter mon delta Y ici. Je vais avoir moins mg, y final, moins y initial, qui va être égal à moins. Puis là, je vais aussi expliciter le delta que j'ai ici. U final moins U initial. Ensuite, je peux aller vraiment répartir en fait, distribuer mon moins mg. Donc, moins mg yf. Et le moins avec l'autre moins redeviennent plus mg yi. Même chose à droite, je vais distribuer le moins. Donc, je vais avoir moins uf plus ui. Donc, on voit bien si on regarde le terme qui est positif des deux côtés, qui correspond au terme initial, que l'énergie potentielle va être rendue mg y. Pour le mg delta y ici, lui, on peut le voir dès la première étape. Ça veut dire que ça simplifie les moins. Puis, dépendant du numéro, on va pouvoir vouloir définir l'énergie potentielle à un endroit spécifique ou garder une variation d'énergie potentielle qui va plus ressembler à une démarche qu'on faisait dans le cadre du chapitre 7. L'axe Y reste le même que ce qu'on avait dans le travail fait par la gravité, c'est-à-dire que l'axe doit être vertical et vers le haut. La position Y égale 0, par contre, est au choix. Dans le cas du travail, on va faire le même principe. Donc, le but, ça va être d'expliciter le delta qu'il y a ici pour être capable de définir l'énergie potentielle à une position précise. Donc, je vais avoir moins une demi K x final au carré. Et le moins avec le moins deviennent plus une demi Kx initial au carré. Et ici, je vais avoir moins UF moins UI. Donc, à gauche, ça ne changera pas. Moins une demi KXF au carré plus une demi KXI carré. Et ici, je vais obtenir moins UF plus UI. Donc, comme tantôt, on se rend compte que le terme initial reste positif dans les deux cas, le terme final est négatif dans les deux cas. Donc, quand je définis l'énergie potentielle à une position précise, c'est une demi Kx carré positif. Pour le delta U, comme tantôt, on a vu ça simplifier nos moins ici, puis on voyait très bien l'expression tout de suite. Donc, ici aussi, l'axe X va être le même que dans le chapitre 7, c'est-à-dire que X égale 0, c'est la position naturelle du ressort, ni étiré ni comprimé. Et l'axe X va toujours être positif dans la direction de l'allongement du ressort. Donc, vous pouvez remarquer qu'ici, on est allé définir les énergies potentielles pour des positions précises. Ça contraste avec le travail qui était toujours défini sur un déplacement. Alors que l'énergie potentielle peut être définie à une position précise. Remarquez que la position précise, c'est pas elle qui est vraiment essentielle. C'est vraiment toujours le delta qui va être pertinent au point de vue physique.
la valeur exacte de l'énergie potentielle à une position est pas vraiment significative. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est que par exemple, je pourrais vouloir définir mon y égale 0 comme étant le niveau de base des mains. On pourrait l'associer à la ligne rouge qui est en arrière. Ou je pourrais le définir par rapport au sol. Ou si j'avais une table, je pourrais le définir par rapport à une table. Donc, mon y égale 0, il n'est pas particulièrement important. Ça ne dérange pas que les balles commencent à 0 ou les balles commencent à 1 mètre ou à 1,5 mètres. Ce qui va être important, c'est la variation de hauteur pendant leur déplacement. Donc, nos problèmes, maintenant, à quoi ils vont ressembler quand on va inclure l'énergie potentielle là-dedans? On va combiner l'énergie potentielle et l'énergie cinétique en définissant l'énergie mécanique. Qui va porter la lettre E majuscule. Donc, elle tient compte à la fois de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Quand je dis qu'elle tient compte, c'est qu'en fait, c'est la somme des deux. E est égal à U plus K. J'allais utiliser ça en lien avec mon théorème de l'énergie cinétique. Donc, si j'ai pris la somme des travaux, puis je l'ai séparé en travail par des forces conservatives, donc C c'est pour conservative, et en travail par des forces non conservatives, donc NC. Et c'est seulement la force par les forces, voyons, le travail par les forces non conservatives que je peux changer en énergie potentielle avec la définition qu'on avait utilisée tantôt de moins delta U. Donc, si je vais avoir moins delta U plus WNC est égal à delta K, donc WNC est égal à delta K plus delta U, qui devient delta E, donc variation d'énergie mécanique totale. Quand on n'a aucune force non conservative, pas de frottement par exemple, on va avoir un travail par des forces non conservatives nul. Donc, une énergie mécanique, une variation d'énergie mécanique qui est nulle, et on pourra dire alors que l'énergie mécanique est conservée. Pour l'application, on pourrait le faire de deux manières. Je vous les ai déjà mentionné ici, en fait, quand on définissait nos formules d'énergie potentielle pour la gravité et pour le ressort, je peux regarder à un endroit spécifique où je peux utiliser mes deltas encore une fois. On va avoir la même chose au niveau de l'énergie mécanique. Donc, je peux avoir delta K plus delta U est égal à 0, ou je peux avoir EI est égal à EF, donc initial versus final, des choses comme ça. Ça va être selon vraiment le type de problème. Et très, très souvent, ça va être équivalent, mais des fois, vous pourrez choisir. Il y a un type de problème, les pendules, qui s'en viennent un petit peu plus loin, pour lesquels je vais vraiment vous recommander d'utiliser la version initiale et finale. Sinon, en général, c'est pas mal équivalent. Ce qui va être intéressant qu'on n'avait pas fait dans le chapitre 7, c'est de faire des systèmes d'objets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'avait pas de système d'objets dans le chapitre 7. Par contre, maintenant, on va pouvoir le faire. Donc, on va prendre les équations de conservation d'énergie sur les systèmes entiers. Et ça va être beaucoup plus efficace que dans les chapitres 5 et 6 avec la dynamique, parce qu'on n'a même pas besoin de séparer les objets. On va vraiment pouvoir regarder la variation d'énergie pour le système au complet. Et on va pouvoir ignorer les forces internes au système parce qu'elles font juste transférer. Donc, elles transfèrent l'énergie entre les objets du système, mais ne changent pas l'énergie globale du système. Donc, voilà pour mon vidéo. Je vais faire des vidéos séparées pour vous présenter les exemples.